Paul Sachot, chargé de mission, expérimentation et financement au sein de Est Métropole Habitat, un bailleur social qui est situé sur l'Est lyonnais. Nous gérons 17 000 logements et nous sommes 340 collaborateurs sur 3 grands territoires qui sont Villeurbanne, Vaux-en-Velin et Saint-Priest, qui nous permet de tourner autour des communes avoisinantes. On a fait le choix de travailler sur des sujets de massification du processus de la réhabilitation suite à un voyage qu'on a fait en 2017 où on est allé voir des projets hollandais de massification sur des maisons en bande. Et ce système nous a beaucoup interrogé sur aussi bien le process de réhabilitation, toute la chaîne de valeur, mais aussi le niveau d'efficacité. On était sur une solution zéro énergie, donc garantie de performance énergétique pendant 30 ans, avec des solutions où les 1000 logements ont été réhabilités en moins de 2 ans. Nous, on s'est vite rendu compte que sur notre parc, on avait à la fois des grands ensembles, donc des solutions à apporter à ces grands ensembles, et un patrimoine dont on avait fait l'acquisition et on s'était engagé à faire une rénovation. Donc notre réflexion a été de dire, peut-être qu'on ne fera pas forcément dans un premier temps une démarche Énergie-Spon complète, donc une démarche zéro énergie, mais peut-être faire une première marche, c'est-à-dire je vais faire déjà une rénovation énergétique très performante avec des façades préfabriquées et après dans un second temps travailler sur la question de l'énergie, mais pas forcément à l'échelle du bâtiment mais plutôt à l'échelle du quartier. Et donc avec cette réflexion-là, nous avons engagé une réflexion sur une opération de 988 logements situés sur le secteur du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, dont on venait de faire l'acquisition 2 ans précédemment. Et on est allé scanner les façades, remodéliser le bâtiment en 3 dimensions, avec des niveaux de précision au millimètre près et centimètres dans certains cas, où on savait que la fenêtre du 2e étage était décalée de 6 cm avec la fenêtre du 8e étage. Donc avec cela, on a pu poser des pattes de fixation sur notre façade, faire des panneaux préfabriqués en ossature bois et bardage, et derrière, on est venu fixer ces panneaux sur la façade, et on s'est rendu compte qu'en termes d'efficacité, ce chantier qu'on aurait dû faire entre 4 et 5 ans, on l'a fait en 19 mois, Covid compris. Donc ce qui est pour le coup une belle prouesse. En quelques chiffres clés, c'est une opération de 25 millions d'euros. C'est aussi des actions où pour 100 mètres carrés sur une façade classique, on en a pour environ 3 semaines et 650 percements par façade. Et sur une façade préfabriquée, on va être plutôt sur 3 jours et sur 150 percements. Donc à la fois on réduit le délai, mais à la fois on va améliorer le confort en termes de nuisances pour nos locataires, de bruit, de poussière et autres. Fort de cette expérience-là, on s'est dit que il fallait tester sur une deuxième opération. Donc il y a une opération qu'on est en train de lancer. On l'a lancée en décembre 2023. 930 logements sur le quartier Bel Air à Saint-Priest, où là cette fois-ci on a beaucoup appris de l'expérience précédente. Donc on est allé faire des diagnostics structurels très poussés avant de lancer une consultation en entreprise générale, en dialogue compétitif. Là, on est sur une opération, on est à près de 60 millions d'euros par opération. Et là-dessus, on est allé travailler sur des choix de matériaux biosourcés. Là, on est sur une opération qui, on est en train de faire les calculs, mais potentiellement devrait nous amener à arriver à une opération neutre en carbone, voire potentiellement en carbone négatif. Donc intégrant à la fois les sujets d'efficacité en termes de rapidité de pose par des panneaux préfa, mais aussi par une question carbone qui est la plus réduite possible. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'un panneau, c'est 2,70 m par 11,90 m qui arrive fini avec le bardage d'usine, ossature bois, triplis de part et d'autre, l'isolant fibre de bois au milieu et le bardage, et on va venir poser ces panneaux, en une journée, on arrive à faire une façade complète, et après on va venir refinir des petits joints de finition entre les fenêtres et les différents panneaux. Mais là, on va être sur cette opération de 930 logements en environ 20 mois de chantier, ce qui, sur 27 bâtiments, devrait être plutôt autour des 6 ans. Donc ce qui est pour le coup une belle prouesse. Nous, on est convaincus que c'est une solution, ce n'est pas la seule. Je pense que ça s'insère dans un ensemble de solutions possibles, à la fois aussi bien sur des solutions classiques de rénovation énergétique, sur des bâtiments compliqués, patrimoniaux, et sur ces grands ensembles. Mais on se rend compte que cela a un certain coût, et que pour faire baisser ces coûts, il faut absolument que on change d'échelle. Et donc on se rend compte que ce changement d'échelle se fera uniquement en interbailleur, voire aux propriétaires de copropriété,
Et donc l'idée, c'est de dire, tiens, un industriel, comment pourrait-il faire baisser le coût de ces rénovations? Et notre enjeu, il est de dire, si moi, sur mes 17 000 logements, je rénove 10% chaque année, ce qui est déjà énorme potentiellement, qu'est-ce que ça serait pour mes autres confrères bailleurs où il y a près de 150 000 logements sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus ou moins sur la métropole. Là, on se rend compte qu'on pourrait clairement intéresser des industriels, fiabiliser toute la chaîne de valeur et être capable de leur produire un carnet de commandes dans le temps qui leur permette de sécuriser leur outil industriel. Donc cet outil s'appelle le terme START, qui a été monté par la région, l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'USH, et qui regroupe l'ensemble des bailleurs et qui ont mis tous le pot dans ce pot de toutes les rénovations, chacun une partie de leur patrimoine. L'enjeu, il est clair, c'est que on se rend compte que sur l'ensemble de notre parc, pour arriver à nos objectifs de neutralité carbone 2050, on doit descendre drastiquement l'étiquette énergétique de notre parc. Si on suit cette ligne-là, on devrait y arriver, bon an mal an, en méthode classique, autour des 2090-2100. Si on veut passer à l'étape 2050, voire même avant, il faut changer de braquet. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'ensemble des bailleurs sociaux qui ont rénové entre 2015 et 2020, c'est 5000 logements. Et avec 5000 logements, on a vraiment utilisé toutes les capacités des entreprises à mettre en œuvre des réhabilitations. Aujourd'hui, pour changer de cap, il faudrait qu'on fasse environ 50 000 logements en 5 ans. Donc clairement, il faut changer de braquet. Et aujourd'hui, les entreprises ne sont pas en capacité de répondre à cela. Donc c'est pour ça qu'on se dit, les industriels ont toute leur place à jouer dans ces grands échiquiers. Et pour le coup, ce n'est pas à la place d'eux, c'est bien avec les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui auront toujours du travail, mais simplement elles ne seront pas en capacité de faire ces 55 000 logements. Donc pour cela, il faut vraiment qu'on travaille conjointement avec toutes ces entités. À partir de combien on peut dire que c'est une massification? J'aimerais dire, c'est pas la question de l'échelle du bâti, c'est plutôt l'échelle de la commande globale. Parce que si j'ai un ensemble de 10 logements, je vais pas massifier sur un ensemble de 10 logements, mais si dans un rayon de 2 km, j'ai une quinzaine d'ensembles de 10 logements, ça va devenir intéressant. Je vais pouvoir vraiment optimiser l'ensemble de mes équipes, aussi bien de maîtrise d'œuvre, donc de bureaux d'études qui vont travailler sur ces ensembles cohérents. Et après, en termes de volume, l'industriel, lui, que ça soit 10 logements collés les uns aux autres, fois 15 ou 15 bâtiments de 10 logements étalés dans un rayon de 20 km, lui, ça va rien lui changer. Donc l'enjeu, il est vraiment la massification à l'échelle d'un interbailleur. Clairement, c'est là la solution, mais ça n'empêche pas qu'on va quand même continuer à faire des rénovations, on va dire classiques, sur le reste de notre parc. L'enjeu, il est quand même de trouver non seulement des solutions pour baisser les factures d'énergie. Je pense que l'inflation énergétique, tout le monde s'en était pas vraiment rendu compte, mais maintenant qu'on voit entre 10 et 15% d'augmentation par an, les gens se rendent compte que l'énergie est importante et donc il faut faire attention. Et aujourd'hui, surtout, on a de plus en plus d'attentes de la part de nos locataires sur la question du confort d'été. Parce qu'on considère que le confort d'été, ça a toujours été un peu le parent pauvre. Mais aujourd'hui, un bâtiment où on est venu rénover, où on est venu isoler par l'extérieur, où on est venu éventuellement rajouter des balcons, on se rend compte que la qualité de vie dans ce logement a été largement démultipliée. Et on se rend compte que la satisfaction locataire est à la clé. Il est en train de se préparer tout doucement. Aussi bien, on parlait de l'étiquette énergétique DPE, mais on va travailler sur la question de l'étiquette aussi de confort d'été, qui devrait bientôt arriver dans les prochaines années avec les ministères, pour dire, voilà, autant vous savez combien ça va vous coûter en termes d'énergie en hiver, mais en été, est-ce que ce logement sera supportable pour vous? Est-ce que si vous êtes sur un public sensible, fragile, peut-être que ce logement n'est pas adapté pour vous, parce qu'il est mono-orienté, plein sud ou plein ouest. Donc c'est à nous aussi d'avoir cette réflexion de résilience dans l'ensemble de notre parc, pour voir comment le bâtiment résiste, comment nos locataires résistent, sans qu'on soit obligé de mettre des climatiseurs de partout. Si on est obligé de climatiser, c'est qu'on a loupé quelque chose. Le plus gros facteur de réussite, c'est d'avoir une équipe de techniciens de bureau d'études qui soit engagée et animée, mais surtout et avant tout,
il faut avoir une direction et une équipe de codir qui soient convaincus de cet intérêt. Si votre codir n'en est pas convaincu, surtout n'y allez pas. Il faut absolument que ça soit porté parce que vous allez vous retrouver à être obligé de négocier avec des acteurs locaux, de politiques, financiers. Et si pour le coup vous n'êtes pas accompagné et vraiment soutenu par l'ensemble des acteurs, vous allez ramer comme pas possible. Donc ce qui n'a pas été notre cas, pour le coup, on a toujours eu une direction qui a été avec nous et qui nous a même poussé dans ces démarches-là. Et aujourd'hui, on s'en félicite parce que avec Fabien Lasserre de Vilogia, on se disait que si on n'avait pas eu ces accompagnements de la part de nos codires, ces projets n'auraient jamais pu voir le. Quand on a sorti cette opération en 2019, ça faisait plus d'1 an qu'on avait benchmarké les entreprises. Et les entreprises, c'était très intéressant parce qu'ils cherchaient à comprendre ce modèle économique et de voir dans quelle mesure ils pouvaient répliquer les méthodes qu'ils ont toujours fait. Là, l'idée, c'était pas de faire une mise à jour de leur habitude, c'est un changement de paradigme. Et c'est très intéressant parce que quand on a eu des offres d'entreprise, on a tout de suite senti ce changement de paradigme sur certaines et pas sur d'autres. Certaines nous ont proposé des solutions, mais somme toute classiques. En fait, on va mettre beaucoup plus de personnes sur le chantier, il n'y aura pas besoin de préfabriquer. Ce qu'on vous propose, c'est aller un peu plus loin dans l'industrialisation parce que, en fait, sous un certain volume, ça va pas suffire, on va pas intéresser un industriel. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'a vécu Vilogia quand il a fait ses 10 maisons dans le nord, vers Lille. Ils se sont rendus compte que les entreprises disent bah ouais, mais un petit chantier de 10 maisons, on va pas révolutionner la terre, on va pas lancer un outil industriel. C'est pour ça que nous on s'est vite dit 1000 logements, ça va commencer à marquer les esprits et à commencer à intéresser des industriels. Et on en était convaincus, hein. Et à la fin du chantier, les industriels nous ont dit ouais, enfin si vous voulez vraiment nous intéresser, commencez à mettre 100 000 logements, après on reviendra quoi. Donc c'est là où on s'est dit ok, il faut qu'on change le braquet. Et c'est là où on s'est dit il faut qu'on travaille avec une envergure d'interbailleurs, donc des bailleurs sociaux de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en fait. C'est ce qui nous a permis de lancer Start. Il faut fondamentalement changer la manière de réfléchir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de le prendre comme un Xème projet. Ce que je conseille, c'est surtout de commencer à pas parler du projet et à ce que l'ensemble des membres de l'équipe, architectes, bureaux d'études, entreprise générale, passent un moment totalement déconnecté pour comprendre comment réagissent l'ensemble des acteurs. Et après, ils vont commencer à se connecter au projet. Et quand ils vont se connecter au projet, à chaque fois, je leur dis, on vous met un cahier des charges de 40 pages, mais sur la page de garde, il y a les 5 objectifs. Vous pouvez lire les 50 pages, elles sont toutes utiles. Mais si à chaque fois vous vous posez une question, vous n'êtes pas capable de répondre à un des 5 objectifs, votre question, elle n'est pas utile. Et c'est ça qui est pas évident, c'est que on a tous tendance à travailler en silo et quand on a une idée, on la tire jusqu'au bout puis après on croise. Puis c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est hors champ. Donc l'idée c'est de travailler constamment en transversalité et donc ça c'est intéressant parce que faire travailler dans notre cas 5 architectes, un bureau d'études et une entreprise générale, c'est super ambitieux. Mais c'est intéressant parce que pour le coup on a clairement défini, sur notre projet à Bel Air, on a dit toute la phase étude, le mandataire c'est l'architecte. Et toute la phase travaux, c'est l'entreprise générale. Et ça c'est super intéressant parce que la première fois, c'était l'entreprise générale qui était en charge de tout. Et donc, elle avait tendance à un petit peu verrouiller certains sujets qui étaient bloqués. Et donc l'architecte, il s'est senti un peu floué et un peu limité dans ses capacités de réponse. Et le fait d'avoir mis l'architecte en tant que mandataire, ça a rééquilibré le niveau. Et le fait d'avoir demandé à ce que l'entreprise, l'usine de préfabrication, soit dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, pas en tant que sous-traitant, mais bien en tant que co-traitant, ça sous-entend que l'outil industrialisé doit être comme support de cahier des charges aussi pour les architectes dès le début. Je te préviens, moi, mon pas, c'est dans les usines, telle dimension max. Ok. Donc, quand je vais fabriquer mes perspectives de dessin, j'intègre ton cahier des charges. Ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Voilà. Et c'est tout le paradigme qu'il faut avoir, c'est changer cette vision de tiens, encore une Xème contrainte. Non, je parle de cette opportunité et je vois comment je l'amène. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir l'échange avec les architectes au début du projet puis à la fin du projet.
Parce qu'à la fin du projet, il me dit, mais si j'avais su que ça aurait fini comme ça, j'aurais pas du tout appréhendé le projet de la même manière. Et maintenant qu'il y a de nouveaux projets, et ben maintenant, fort de cette expérience-là, je la prends d'une manière totalement décalée. Donc, on est parti sur un concours en dialogue compétitif, archi entreprise générale. Premier tour, donc on avait retenu 4 entreprises. 4 entreprises, là-dessus, on a fait un deuxième tour et on a resté plus que 2 et on a retenu celle qui a remporté le marché. Et c'est intéressant parce que quand vous réduisez, avant on avait fait un tour de plus sur l'opération Noret de Grand-Bois et on s'est rendu compte que quand on met trop de points d'étape, les gens attendent des temps de validation pour oser, tester, expérimenter. Et là, le fait d'avoir peu de tours, ils ont été obligés de faire des choix et ils se sont engagés sur des ambitions. Et on l'a vu tout de suite, il y a des entreprises qui sont parties très très vite parce qu'elles ont trop attendu ce tour de dialogue compétitif pour poser des questions, pour voir si leur projet fonctionnait et leur projet n'était pas suffisamment abouti, alors que d'autres avaient fait des choix ambitieux, audacieux, mais ils l'ont fait. Et là, on se rend compte que l'écart est quand même significatif. Tout peut être bloquant. J'ai envie de dire, un texte de loi, c'est une page. Mais le législateur, dans sa grande bonté, nous a mis aussi 10 pages de dérogation. Il n'y a pas de raison que j'utilise pas une des 10 pages de dérogation. Quand je peux, je fais le code des marchés publics classiquement. Mais quand je suis sur des sujets d'innovation poussés sur lesquels on a besoin d'obligations de résultats, à ce moment-là, on part dans cette démarche-là.